Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour ce webinaire du vendredi soir. Le club tente de rester actif durant cette période de pandémie. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Maître Constantin qui va avec nous pouvoir partager, je veux dire, sa passion, je veux dire, pour sa matière. Nous, les investisseurs, on est bien conscients que le notaire, c'est le personnage incontournable et incontestable des ventes et des achats. Et il y a toujours un petit flou pour nous concernant les frais, qu'est-ce qui revient au notaire, comment se calcule la plus-value, les émoluments du notaire, enfin, toutes sortes de questions que nous, les investisseurs, nous posons, parce que c'est vrai qu'avant de faire une acquisition, ben, on sort notre petite calculette et puis on se dit, bon, mais la part du notaire, c'est 8,5%. Alors, savoir un petit peu ce à quoi ça correspond. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ce soir, Maître, bah, tu es là avec nous pour partager un petit peu ton savoir, tes connaissances. Et voilà, donc, bien entendu, il y aura des questions à la fin. Donc, je les lirai pour toi. Tu répondras au fur et à mesure. D'accord. Donc, le club est heureux de t'accueillir. Alors, on aurait voulu t'accueillir dans d'autres Voilà. conditions, avec une petite collation à la fin, mais bon, bref, on On s'est était. adapté. En tout cas, Ok. merci d'être là donc ben, je te laisse présenter ta matière. Merci, maître. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous. C'est un plaisir de faire, même si c'est un webinaire. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de masque. Pour une fois, ça devient du luxe, C'est j'ai envie clair. de dire. Mais c'est vrai que n'avoir pas personne devant ça fait un peu bizarre. Mais bon, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Je peux répondre à toutes les questions. Enfin, presque toutes, on va dire. Ne Donc, t'engage pas. voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, tu le disais très bien, il y a énormément de questions qui reviennent et moi, un petit peu par l'expérience, alors ma courte expérience, parce que bon, je suis notaire officiellement depuis 2 ans, ça fait 6 ans que je suis dans le notariat. En 6 ans, j'ai quand même vu une évolution dans le domaine immobilier qui est quand même pas négligeable. Et puis, je revois souvent les mêmes questions, les mêmes problématiques et des questions vraiment profondes que les clients me posent en fait. Et je comprends. Bon, moi, j'ai fait 8 ans d'études, c'est normal que ça soit limpide, mais je comprends que pour le client, ça soit pas simple, surtout dans le domaine de l'immobilier où on fait l'acquisition d'un bien. Alors, quand on le vend, évidemment, je ne mets pas de côté les vendeurs, mais c'est vrai qu'un vendeur se débarrasse d'un bien. D'accord. Un acquéreur, ça reste quand même quelqu'un qui fait un investissement. Parfois, c'est l'investissement de leur vie. D'autres fois, c'est aussi pour pouvoir faire un petit peu de vente, revente, etc. Mais à chaque fois, c'est quand même des choses. Enfin, c'est une étape en fait qu'il faut passer et c'est quand même très important. Euh, alors, petit point actu quand même, puisque c'est vrai qu'il y a le Covid, on est en confinement, puis on ne l'est plus, puis on recommence à l'être, enfin voilà. On est un peu perdu en fait dans ce qui est encore possible de faire. Et souvent, on nous appelle, est-ce que le notaire est ouvert? Est-ce que le notaire travaille toujours? Alors, il faut savoir que le notaire est officier ministériel. Donc, on a une continuité et même quand il y avait le confinement en mars, les notaires travaillaient. Alors, la seule chose, c'est qu'on leur demande de ne pas recevoir de public. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que ceux qui ont des acquisitions en cours, forcément, c'est un peu la panique à bord. Mais en tout cas, les notaires ont l'obligation de continuer à travailler. Donc nous, de notre côté, on a essayé de tenter de trouver des solutions pour faire signer les actes malgré le confinement. Bien sûr, il n'est pas question de mettre en danger les gens. Donc effectivement, on jouait beaucoup par procuration. Donc on envoyait des procurations aux clients, etc. Mais les explications, la lecture de l'acte, etc., on pouvait le faire que par téléphone. Donc c'est vrai que, bon, la période de confinement était compliquée. Aujourd'hui, on y est encore, avec quand même un petit bémol. Alors, on ne peut
quand même pas recevoir tous les clients pour en signer. On essaye, alors avec l'histoire du 8 mètres carrés, vous comprenez bien, l'étude n'est pas extensible, donc c'est vrai que les notaires essayent au maximum, en fait, soit de recevoir le vendeur avant, l'acquéreur après. Alors, c'est vrai que tout ça pour vous dire qu'on est dans un contexte particulier, effectivement, mais il ne faut pas que ça vous décourage de faire des acquisitions. Absolument pas. On peut quand même continuer et puis réaliser les acquisitions que l'on veut réaliser. Okay. Alors si je peux me permettre, parce que hors contexte actuel, on a toujours tendance à dire que les démarches au niveau du notaire sont longues, les procédures sont lourdes. Alors c'est vraiment quelque chose que j'entends à chaque fois. Alors moi je parle très personnellement parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout comment d'autres études fonctionnent, mais je pense que franchement en Martinique, à l'unanimité, l'intérêt aussi bien pour les clients que pour le notaire, c'est de signer des actes en fait. Moi, si je signe pas d'acte à la fin du mois, j'ai pas d'argent. Donc clairement, en fait, le but n'est jamais volontaire en fait de retarder en fait la réalisation d'une vente. Une chose est sûre, c'est qu'il faut bien dissocier déjà les matières. Alors ça prend beaucoup de temps pour les successions, par exemple, mais pour les ventes, il faut dire qu'on a des formalités à faire. On va le voir pendant un petit peu, je vais vous en parler. On a pas mal de formalités à faire. C'est-à-dire que le notaire est en bout de chaîne, mais des deux bouts. On commence avec lui, on termine avec lui, et c'est vrai qu'entre les deux étapes de j'ai rencontré le vendeur, je sais que je vais acheter son bien, on a le prix, et la fin de l'acte définitif de vente, c'est vrai que pendant toute cette période, nous, notaires, on a des formalités à faire et à envoyer à différents organismes. Et puis après, on attend. Quand on signe une promesse de vente, après, il y a des formalités à faire. Nous, on reste dans l'attente du retour de la banque, du retour de la mairie, du retour des diagnostics, du retour. Il y a plein de choses, en fait, que nous aussi, il faut savoir qu'on est dépendant aussi de toutes les autres administrations. Et tant qu'on n'a rien, on ne peut pas commencer à rédiger. Voilà. Et c'est vrai que le notaire est très frileux par rapport à ça, c'est-à-dire que je prends un exemple, lors d'une vente, on interroge en fait la publicité foncière pour savoir est-ce que le bien n'est pas saisi, par exemple. Il est hors de question en fait pour nous de commencer une rédaction d'acte qui prend quand même du temps et voilà, de l'énergie, du temps, du travail, de commencer une rédaction d'acte alors qu'on n'a pas ce document. Si moi je me retrouve à passer 4 heures sur une rédaction d'acte et que je n'ai pas ce fameux document qui me dit si le bien est libre de toute garantie, imaginez-vous, je prends 4 heures pour rédiger un acte et puis 2 jours après, je reçois l'état hypothécaire et il y a une saisie, la vente est impossible. Donc j'aurais perdu du temps en fait à faire. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on arrive à la fin. Il nous faut les formalités, il nous faut avoir tout, le prêt, savoir vraiment que la vente, elle est définitive, elle est faisable, pour que nous, on commence à rédiger. Et c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que la seule personne que vous avez en face réellement, c'est le notaire. Jamais vous allez appeler la mairie parce qu'il n'a pas envoyé le certificat d'urbanisme ou des choses comme ça. Non, c'est nous. Donc directement, c'est sûr que ça sera, on est les référents, on est leur référent. Donc quand ça va vite, tant mieux. Quand ça va moins vite, on nous tape sur les doigts. Ouais. Mais faut savoir que c'est pas il y a des cas particuliers, mais c'est pas vraiment volontaire. Si on n'a pas les formalités, on peut pas le faire. On peut pas tout réaliser. Donc voilà. Et puis on a d'autres responsabilités. Et puis envers le client, il faut qu'on lui signe un acte qui est inattaquable. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait une sécurité juridique qui fasse que, on a signé un acte chez un notaire, il ne faut pas qu'après on revienne dessus. Il faut que ça soit vraiment irréprochable. Et pour ça, il y a un travail en amont à faire. Il y a un travail. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce que souvent le notaire n'explique pas, en fait, et c'est ce qui est dommage, n'explique pas toutes les formalités qu'il y aura à réaliser. Donc, le client, lui, il a eu son prêt, il a envie de signer. Normal. Mais derrière, moi, j'attends, il faut attendre le reste, et puis il faut rédiger, c'est un travail. Ouais, c'est-à-dire qu'il a déjà tellement attendu. C'est ça.
C'est ça, mais c'est vrai que, voilà, c'est ça. Mais souvent, ils attendent pour les banques, ils attendent pour… Et puis, dès qu'ils ont tout, forcément, ils ont envie de signer. Mais c'est vrai que nous, on a un peu le mauvais rôle. Mais bon, on a aussi le bon rôle, Le puisque… bon rôle aussi. Voilà, c'est le bon rôle aussi, puisqu'au final, un petit peu à la fin, en général, les clients sont contents. Il y a pas de souci avec ça. Donc, Voilà. voilà. Donc, c'est vrai. Alors, pour revenir un peu au contexte, euh, je regarde un petit peu sur les différents groupes, etc. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment au plan national, mais chez nous, en tout cas en Martinique, je peux vous dire que le confinement n'a absolument pas ralenti en fait les acquisitions et le domaine dans l'immobilier. Moi, j'ai remarqué en tout cas clairement que depuis la fin du premier confinement, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui font des acquisitions. Alors, ce ne sont peut-être pas les mêmes qu'avant le confinement, parce que c'est vrai qu'il y en a qui pouvaient et qui ne peuvent plus faire d'acquisition, tout clairement. Mais il y en a aussi qui pouvaient avant, qui hésitaient et aujourd'hui qui n'hésitent plus. Donc, on se retrouve vraiment avec un type de clients qui viennent et qui disent j'ai trop hésité, aujourd'hui c'est bon. Il y a le confinement, il y a le Covid, il y a un côté en fait psychologique qui joue énormément. Et puis pareil, je vends beaucoup moins d'appartements, je vends beaucoup de maisons. Beaucoup de Les gens, maisons. ils veulent acheter des maisons. Ouais, toutes les personnes qui ont vécu ce confinement dans des appartements, tout ça. Exactement. Et des gens qui avaient des promesses de vente avec des appartements, finalement, ils reviennent sur leurs décisions et ils veulent soit des terrains, construire, soit des maisons. D'accord. Donc, Donc finalement, en substance, tu dis que le profil des personnes qui viennent te voir en ce moment, c'est des personnes qui veulent, qui font des acquisitions en résidence principale. oui, il y a beaucoup, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de résidences principales. Alors, c'est vrai que les personnes qui voulaient faire des acquisitions pour avoir un patrimoine, pour faire, c'est vrai ils sont hésitants, ce que je peux comprendre en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que la conjoncture, on n'en sait rien de quoi demain est fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que oui, quelqu'un qui a envie d'investir aujourd'hui et faire de la location, des choses comme ça, forcément, le projet est un peu ralenti. Hein. Mhm. Le projet est un peu ralenti. Après, moi, je dis toujours qu'il faut se lancer. Alors, bien évidemment, il faut toujours prendre toutes les précautions et être bien sûr que le projet il est viable, sinon ça ne sert strictement à rien, en fait. Hein, voilà. Mais si on a quand même un projet carré, qui est viable, que financièrement c'est rentable, d'y aller. Il y en a qui. J'ai eu des personnes qui ont. Souvent, ils achètent des immeubles, puis ils veulent faire plusieurs appartements, beaucoup de locations de colocation. Location, ouais. Mhm. Ouais, ces temps-ci, j'ai pas mal de personnes qui reprennent des maisons. euh, de mes successions, par exemple, on a souvent des grosses maisons dans les successions en haut, en bas, comme à l'époque, avec en bas la terrasse ouverte, là, hein, comme il y a beaucoup de maisons comme ça. Ben, ils font des travaux, ils ferment tout et ils font 2 étages, 4 appartements et voilà. Ouais, Et il y a pas mal de demandes concernant la colocation, les choses comme ça. d'accord. Et en termes de succession, est-ce qu'il y a aujourd'hui un regain? Est-ce que les gens ont envie de régler? Alors, il y a toujours autant de décès, ça c'est sûr. Pas tellement plus à cause du Covid, mais oui, il y a un regain parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions. J'ai énormément de donations, ça c'est sûr. Les gens ils commencent à dire ah non, non, mais il faut que je mette mes affaires en ordre. Mais soit ils donnent à leurs enfants, soit ils vendent. Donc, il y a pas mal de personnes qui disent oui, mais la maison est trop grande, je vais acheter un appartement, je vais vendre. Donc, oui, on commence à avoir un petit peu ces réflexions-là. D'accord. Ça commence tout doucement à faire. Et dans les successions, oui, alors souvent on me demande, on me dit oui, mais tu es notaire, tu dois avoir de bons plans dans les successions, etc. Alors, je pense que c'était vrai avant. Le problème avec aujourd'hui, c'est que les gens ils viennent régler des successions avec des biens immobiliers intéressants parce que ils ont déjà quelqu'un qui est venu les voir pour leur dire vous voulez pas vendre telle maison, tel terrain et à chaque fois c'est ah non mais c'est une succession, c'est long. Ah ben non, je viens chez le notaire avec vous, on va régler et j'achète après. Mhm. Et c'est vrai qu'avant on n'avait pas ça ou même des agents immobiliers ou voilà tous les domaines. Aujourd'hui les gens ils vont vers
Ils voient un terrain intéressant, ils vont chercher au cadastre ça appartient à qui, ils essayent de les appeler. Et en fait, les gens arrivent chez moi avec déjà des acquéreurs. Alors, c'est embêtant. Ouais. Moins de bonnes affaires à distribuer, mais c'est vrai que c'est plus trop vrai, ce côté dans les successions. Finalement, Voilà. tu as répondu à la question que j'allais te poser. Et le viager, tu sais, bon, chez nous, le viager n'est pas quelque chose qui, C'est euh, pas commun. qui est pas commun. Est-ce que tu as des cas de personnes qui veulent acheter un viager? Alors, le problème avec le viager, c'est que c'est un acte que les notaires hésitent à faire. Alors, pourquoi? Parce qu'il est facilement attaquable en justice ou peu importe par la famille de la personne qui a fait le viager. Mhm. Papy qui a 80 ans, qui vend à le jeune de son quartier sa maison en viager, qui lui reverse 500 € par mois, et puis au final, papy décède 3 ans après, le viager n'est pas payé dans son intégralité. C'est quand même un bien qui sort du patrimoine. Les héritiers de papy ne sont pas très contents. Donc après, ils reviennent chez le notaire, ils font des actions au juge, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Dans le viager, il y a des pièges à ne pas tomber dedans, en fait. Il ne faut pas que la personne soit trop âgée, sinon c'est remis en cause. On sait très bien que bon, quand on a 80 ans, la valeur de la maison ne sera jamais payée en rente de 500 € tous les mois. Ça, c'est sûr. Et puis pareil, il y a un bouquet avec un montant à donner dès le départ. Si c'est un bouquet dérisoire, ça peut être requalifié en donation. Voilà, en fait, il y a plein de petits points qui fait que effectivement le notaire est un peu, enfin voilà, dit si vous le faites, il faut vraiment qu'on soit sûr que toutes les conditions sont réunies. Mais c'est pas une pratique courante. Le devoir de conseil du notaire. Oui, voilà. Mais c'est pas une pratique courante parce que souvent, quand on vient me voir et qu'on veut faire un viager, c'est pour écarter certains héritiers. C'est pour oui, mais je veux faire un viager avec elle parce que je veux pas donner à l'autre. Bon, mais ça, c'est requalifié après. Donc, moi, notaire, je peux pas délibérément dire OK, je fais et puis on verra après. Non, puisque je sais très bien que ça va créer des problèmes et je pense qu'en problème d'indivision, on en a déjà assez. Ouais, Donc, mais on va justement, pas. je prends la balle au rebond. Est-ce que la loi Letchimy a facilité les- tu as toutes les démarches liées à l'indivision? Euh, alors, je pense, bon, ça, après, très sincèrement, hein, on est entre nous. Non, très sincèrement, je pense que cette loi, c'est une très bonne idée de base. On a un très gros problème hein, sur l'indivision, du fait, bon, déjà, des familles qui sont un peu. Alors, je dirais pas éclatées, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas issus du mariage, on va dire ça comme ça avec voilà, des branches différentes qui ne se connaissent pas, qui sont fâchées. On a un gros problème d'indivision aujourd'hui en Martinique, ça on le sait très bien depuis des années. Alors le fait d'avoir fait la loi est un premier pas, mais alors de dire que ça réglera tous les problèmes, je ne suis pas totalement d'accord dans le sens où on a fait une loi, mais derrière il faut que tout soit carré. Pour que cette loi en fait s'applique, il y a des conditions qui sont cumulatives et qui ne peuvent pas être. Enfin, on peut pas, sur les 4 conditions, on ne peut pas en avoir 3 réunies et pas la quatrième. Donc, pour rapidement resituer un petit peu, la loi Letchimy, donc pour en pouvoir sortir de l'indivision, il faut déjà que la succession soit ouverte depuis plus de 10 ans. Donc, déjà, ça enlève certains qui ne sont pas encore à 10 ans du Pas décès. encore, ouais. Mhm. Voilà. Ensuite, il faut que ça soit une majorité de personnes qui veulent régler la succession. Donc ça, très bien. En général, bon, allez, sur une fratrie de 10, il y en a 2 qui ne veulent pas et les 8 autres, ils sont d'accord. Et ça bloque. Et même s'il y en a un qui ne veut pas, ça bloque. Mhm. Bon. Donc il faut une majorité de personnes qui sont d'accord pour régler la succession. Et puis, le troisième point qui est quand même très important, et ça, c'est là que ça bloque un petit peu, c'est que pour pouvoir appliquer cette loi, il y a des démarches à faire. Donc, il faut que le notaire envoie un courrier à tous les héritiers. Donc, je prends une fratrie de 10 personnes. Il faut que j'envoie un courrier par huissier à 10 personnes.
d'accord, en leur disant que chez moi, il y aura une succession qui sera réglée. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils veulent venir à un rendez-vous, telle date, etc. Sur ces 10 personnes, il faut que je puisse avoir déjà l'adresse des 10 personnes pour leur faire la notification. Or, souvent, il y a des blocages parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Il y a des héritiers où on ne sait pas où ils sont partis à l'étranger, où ils ne veulent pas donner leur adresse, etc. Donc déjà là, on a un problème. On ne peut pas faire la notification, on ne peut pas appliquer la loi. Autre chose, une fois qu'on a fait la notification à tout le monde, il faut que la personne, que chacun réponde qu'ils sont d'accord pour régler la succession. S'il y en a un sur les 10 qui me répondent « je ne suis pas d'accord pour régler la succession », la loi ne s'applique pas. D'accord. La loi ne s'applique que si, parmi les 10, il y en a qui sont taisants. Alors, taisant veut dire que j'ai reçu mon courrier par huissier, je l'ai lu, j'ai bien pris conscience dans la lecture de ma lettre que si je ne réponds pas, que ça soit positif ou négatif, que si je ne réponds pas et que je suis taisant, la succession se fait sans moi. Si l'héritier est de bonne foi et qu'il n'a vraiment pas envie d'entendre parler de cette succession et qu'il dit qu'elle se fasse sans moi, il n'y a pas de souci, il ne répond pas et à ce moment-là, on peut effectivement appliquer la loi. Par contre, s'il voit ça et qu'il n'est pas d'accord, s'il répond qu'il n'est pas d'accord, la succession, on ne peut pas régler la succession. Donc, ce côté du taisant, et plus toutes les formalités qu'il faut faire, c'est-à-dire l'huissier, etc., ça complique un peu les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, dans mon étude, on n'en a pas fait. On n'est jamais arrivé au bout, en fait. On n'est jamais arrivé au bout. Et à dernière nouvelle, en tout cas le mois dernier, il n'y en a pas eu de fait. Il n'y en a pas eu, d'accord. Okay. Donc, mais alors, on ne désespère pas parce qu'il y a des petits aménagements qui sont faits. Alors là, il y a pareil, il y a un petit remaniement. Maintenant, il faudra faire un affichage sur un site, etc. Alors, on essaye de trouver, on y travaille avec les politiques, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut pas toucher vous voyez, en droit français, il ne faut pas toucher à la propriété. C'est quelque chose de sacré. Voilà, de sacré. Et c'est vrai qu'en faisant ça, dire si tu ne dis rien, on fait sans toi, bon, c'est vrai que c'est un peu touché à la propriété. Donc quelqu'un qui s'oppose et qui veut tout simplement bloquer la succession, parce qu'en fait, en vérité, en général, les successions, c'est parce qu'ils sont fâchés et qu'il y en a un qui veut embêter les autres. Malheureusement, là, c'est le juge et nous, on ne peut rien faire. D'accord. D'accord. Alors, si on parlait des frais, enfin, je sais pas, voilà, des frais. Faut savoir, alors, bon, on va le faire en deux parties. Les frais, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de frais. Ok ? Quand on vous parle des frais du notaire, on a des frais, tout le monde sait que quand on fait une acquisition, on a acquis un bien, on a des frais de notaire. D'accord ? Alors moi, j'aime pas dire frais de notaire parce qu'en réalité, c'est absolument pas pour le notaire. Je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui. Alors, déjà attention à ce qu'on lit sur Internet. Alors, surtout, parce que Internet, tout le monde y a accès aujourd'hui. Les gens, ils viennent, ils me disent non, sur Internet, j'ai vu les frais de notaire, c'est 7-8%, etc. Il faut savoir que c'est absolument faux, en fait. Les frais, il faut savoir que c'est entre 7 et 10%. Je vais vous expliquer pourquoi. En fonction du type de bien, du montant du bien, d'accord, et de son année de construction, on est entre 7 et 10%. Plus le prix va être élevé, plus les frais, en fait, alors les frais ne seront pas moins élevés, mais c'est-à-dire que le pourcentage va se rapprocher de 7%. Plus les frais, plus le prix de vente est bas, plus les frais vont se rapprocher de 10%. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les frais qu'on paye, on a une partie qui sont les émoluments du notaire, d'accord ? Et on a la plus grande partie qui sont les frais pour l'État.
Dans les émoluments du notaire, on a une petite partie qui s'appelle, qu'on appelle les frais d'acte en fait. C'est un forfait en fait que la loi, enfin c'est la loi hein, qui nous impose. Disons que pour une vente, pour faire des formalités, on a un forfait de vente qui est d'environ, on va dire 400 euros, d'accord. Mais ce forfait en fait de 400 euros, que la vente soit à 10 000 euros ou à 1 million, ça sera toujours 400 euros. Donc, c'est vrai qu'avec ces forfaits-là, plus le prix est petit, plus on se rapproche des 10% du prix de vente. Plus le prix est grand, plus on se rapproche des 7%. Donc, il faut vraiment faire de… Pour avoir une idée. Alors, pour avoir une idée, je vous prends par exemple une vente, il y a des petites ventes de petits terrains à 10 000 euros, on est plus sur du 9% de frais de notaire, par exemple. Quand on a une vente de 500 000 euros, on est plus sur des frais de 7%. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment ça. Alors, dans ces frais-là, donc je vous ai dit deux parties. Première partie, on a les émoluments pour le notaire, c'est-à-dire pour le travail effectué, les formalités qu'il aura faites, parce que les formalités, elles sont payantes. Quand j'envoie mon état hypothécaire à la publicité foncière, il me demande 12 euros, par exemple. D'accord ? Donc, en fait, il y a vraiment les émoluments du notaire, c'est les frais qu'il aura engendrés pour faire les formalités, et puis le travail effectué. D'accord ? De l'autre côté, on a les frais qui seront reversés par le notaire à l'État. Taxes départementales, taxes communales, tout ce qui est publicité foncière, etc. Il faut savoir que sur une vente, si on part sur une vente à 7%, d'accord, 7% de frais de notaire, il y a 6% pour l'État et 1% pour le notaire. Voilà. Je répète, 6% pour l'État, 1% pour le notaire. C'est clairement ça. Et nous qui pensons à chaque fois que les notaires s'en mettent plein les poches. Non, mais alors absolument pas. C'est-à-dire que le notaire, il s'en met plein les poches, il fait beaucoup de ventes en fait. C'est ça. C'est-à-dire que après, c'est au nombre d'actes qu'il sort dans le mois. Mais après, non. Bon. En tout cas, c'est déjà bien, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'on est collecteur d'impôts en fait, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout l'argent, les frais, on va reverser la plus grande partie à l'État et on va garder pour notre travail le reste, quoi. Donc c'est vrai, on est sur ça. Alors, petite astuce aussi, j'anticipe un petit peu, on a des frais qui sont connus, donc les frais de notaire, tout le monde sait qu'il y a des frais de notaire, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'on a des frais qu'on appelle aussi les frais cachés. Alors là, ça devient intéressant puisque quand on achète, on sait qu'il y a des frais de notaire, mais on ne se doute pas qu'il y a certains frais que l'on n'a pas vus forcément au début. Le plus gros exemple, et souvent avec les clients, c'est pour ça que dès la promesse de vente, je leur dis attention, attention, il y a des frais cachés, je vous dis c'est lesquels. Le plus gros exemple, ça reste les frais liés à l'acte de prêt. D'accord ? Quand on fait une acquisition, on sait qu'on a un prix de vente, on sait qu'on a des frais de notaire à payer. Mais on ne se doute pas que quand on va aller à la banque et qu'on va demander à la banque un prêt, en fonction des conditions de prêt qu'ils vont nous proposer, si au niveau des garanties, parce que quand on fait un prêt, ils nous proposent des garanties. Il y a deux types de garanties. Soit c'est des cautions ou des garanties par un organisme, d'accord, d'assurance. Soit c'est une hypothèque. Quand c'est une hypothèque, il faut savoir que le notaire a l'obligation de rédiger un acte, l'envoyer à la publicité foncière pour que la publicité foncière puisse enregistrer qu'il y a une garantie mise sur le bien au nom de l'acquéreur et en faveur de la banque. Cette manœuvre, bien évidemment, est taxée par l'État. Voilà. Elle est taxée par l'État, mais elle est également taxée par le notaire pour le travail effectué. Toujours la même chose, d'accord ? On est toujours à peu près dans les mêmes proportions. La partie émolument du notaire, qui est tout ce qui est voilà. administratif. Exactement. Et puis voilà. Donc c'est vrai que souvent on me dit oui, mais j'avais pas prévu qu'il y ait un acte de prêt à régler. Alors surtout moi, le conseil que je peux donner, c'est quand vous allez à votre banque,
essayez de savoir, en fait, est-ce qu'ils sont plutôt… Il y a certaines banques qui font des hypothèques d'office. C'est comme ça, voilà. Par exemple, on achète un terrain, le terrain est à 100 000 euros, on fait une construction à 200 000 euros dessus, hein, bah, il y a une hypothèque sur le surplus, hein, sur les 200 000 euros, et un privilège qu'on appelle privilège de prêteur de deniers, c'est-à-dire l'opportunité en fait, pour la banque d'être le premier à être remboursé s'il y a un problème sur la partie acquisition. Souvent, il y a des hypothèques quand on achète un terrain plus construction, en fait, qu'on construit après. Donc, il faut le demander parce que, voilà, ça, pour moi, c'est un frais caché et on est souvent dans l'ordre des 1000, 2000 euros. Ça fait quand même une petite somme à sortir et les gens, ils ne sont pas au courant. Dépendant aussi du montant de l'investissement. Oui, enfin, en plus du montant, oui. Proportionnel. D'accord. Et donc, l'investisseur qui, justement, parce que bon, euh, on a tendance à ne pas vouloir aller vers l'hypothèque et plutôt aller vers des garanties. Oui, mais il faut vraiment voir avec la banque et négocier parce qu'en fait, souvent, on ne va pas aller vers l'hypothèque, mais on va aller vers une garantie de type. Il y a plein, par exemple, il y a Casden pour ceux qui peuvent, etc., ou même des garanties, mais il faut regarder le coût aussi parce que ça coûte. Ouais, c'est clair. Il faut voir combien ça coûte une hypothèque et combien l'organisme de caution ou de garantie me propose. Si on est à 100 euros près, bon. Autant prendre une hypothèque, c'est ça? Ben, en fait, vraiment, tout va dépendre du montage. Après, si vous êtes sûr enfin, mettre en garantie son bien, ça veut dire aussi, bon, ben, si demain il y a un problème, le bien n'appartient plus. Donc, c'est vrai que c'est délicat, c'est toujours délicat. Alors qu'avec la caution ou la garantie, c'est l'organisme en fait qui prend le relais. Ouais. Donc, on est moins en danger quand même avec une garantie, mais il y a des banques, ils demandent une hypothèque systématiquement pour certains cas. D'accord. Donc, J'ai déjà une question, je pense qu'elle est en rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous parler de l'acte en main, acheter acte en main? Alors, acte en main. Alors, en gros, l'acte en main, c'est quoi? Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a eu une émission où il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est une question qui revient énormément depuis à peu près 2 mois. Je ne sais pas qui a conseillé de faire des actes en main. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Est-ce que c'est rentable? Euh, Honnêtement, l'acte en main, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'achète un bien, tout compris en fait. D'accord? Donc, le bien, il vaut 100 000. Les frais de notaire sont à 110 000. Les frais d'agent sont à 10 000. Les frais d'agent sont à 10 000. J'en ai sur un bien à 120 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que acte en main ne veut pas dire prix plus bas, en fait. Hein. Moi, à la place du vendeur, je suis quand même malin. On veut un acte en main, très bien, mais moi, je veux 100 000 euros pour mon bien. Donc, si c'est 100 000 euros pour le bien, 20 000 euros pour les frais, on retombe à un bien à 120 000. Donc, même s'il est acte en main, on paye toujours la même chose que ceux qui étaient déjà prévus à l'avance. Alors, à moins de rentrer dans une négociation avec le vendeur. Alors, la parade, c'est quoi? C'est plutôt par rapport aux banques, les banques qui ne financent pas Oui, alors, le notaire. ça, voilà, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas d'apport. Quelqu'un qui n'a pas d'apport, les banques ils demandent un apport. Alors l'apport en général, c'est les frais de notaire. D'accord. Donc on est quand même sur du 7 à 10% du prix de vente, ça fait quand même des sommes à sortir tout de suite. Il y a des gens qui peuvent en fait payer tous les mois une traite, mais qui n'ont pas 10 000 euros sur leur compte pour mettre sur un apport. Donc là, ça devient intéressant. Mais c'est vraiment la parade pour les banques. Parce que comme je vous disais, si le vendeur vous propose un bien à 100 000, il ne va pas vous le vendre à 80 000 et puis rajouter les frais de notaire à 20 000. Non. Ouais, à moins qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'acte en main et qu'ils disent oui dans la précipitation et puis finalement. Oui, oui, mais il faudrait qu'ils sachent que en fait, les frais sont compris dedans. Moi, je l'ai. Après, bon, le notaire va forcément lui expliquer ça avant qu'il signe, j'espère. Mais c'est vrai que c'est plus une parade pour la banque, en fait. C'est vraiment ça.
Oh, Je sais super. pas, il disait certains notaires n'aiment pas cela et pour en quoi. Euh, En fait, je pense que le problème avec l'acte en main, on l'a bien dit, c'est que ça sera forcément une parade. Le notaire, il n'aime pas forcément de faire un acte en ayant connaissance que en fait c'est pour essayer de détourner des choses. Vous voyez, enfin, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça peut. Certains peuvent être un peu réticents, Mhm. voilà, parce que sinon après. Et puis bon, en fait, il y a un calcul qui est fait qui est un peu particulier. La taxe, elle est faite différemment. En comptabilité, c'est pas la même chose. Donc en fait, on bouscule un peu les codes, en fait. Hein. Enfin, on bouscule un peu la façon de faire un peu récurrente d'habitude. C'est clairement ça. Puisqu'un acte en main, il est pas taxé de la même façon, puisqu'on ne rajoute pas les frais, on met le prix. Alors, c'est vrai que c'est le calcul de la taxe, le comptable, quand il voit acte en main, Ouais, parce que ça l'oblige à aller un petit peu plus, à décortiquer un petit peu le oui, oui. prix. Ouais, ok. Donc bon, mais sinon, mais le seul avantage vraiment, c'est au niveau des banques. Ouais, ça Hein. nous donc, ouais, c'est C'est ça. ça, financièrement, il n'y a pas, non, ça va pas. Ouais, Et c'est- puis limite, ça fait augmenter. Et puis, ouais, je sais même. Enfin non, il y a vraiment aucun avantage financier en tout cas, hein, à part voilà de le faire, bon, enfin que ça soit compris dans le prêt. Ouais. je pense qu'on a répondu à Jessica. Si tu peux nous parler de la plus-value. Alors oui, alors bon, alors je termine juste avec les frais cachés puisque c'est vrai que j'avais commencé. Euh, j'ai dit que le plus gros c'est quand même les frais de prêt, mais attention encore une fois, il y a d'autres frais qui peuvent se faufiler comme ça. Et après j'ai des gens qui sont quand on dit oui, mais bon, on n'est pas à 200 euros près, oui, il y a des gens qui sont à 200 euros près. Il y a des gens qui font des acquisitions qui n'ont pas envie de dépenser 200 euros de plus que ce qui était déjà prévu. Alors moi, je dis bien, attention, quand on fait une acquisition, il faut prévoir une marge. Pourquoi? Je prends un exemple très clair. On achète souvent des biens en copropriété. D'accord? Dans les biens en copropriété, on a des charges de copropriété à payer. Ces charges-là, elles sont dues par le vendeur jusqu'à la vente, mais elles sont dues également par l'acquéreur par la suite. D'accord? Mais en copropriété, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des fonds de roulement. Des fonds de roulement, tout simplement, quand on paye des charges tous les trimestres, il y a une petite partie qui est prise par le syndic et qui est mise dans un fonds de roulement pour au cas où il y a des travaux d'urgence à faire. Ce fonds de roulement-là, il est acquis au vendeur. Donc, le jour où le vendeur vend le bien, l'acquéreur doit lui rembourser ce fonds de roulement. D'accord? Donc, quand il est à 200 euros, ça va, mais j'ai des fonds de roulement qui sont à 2000 euros parfois. Et l'acquéreur doit rembourser puisque ces 2000 euros-là, en fait, restent acquis au syndic de copropriété, au compte qui est afféré au lot de copropriété. Donc, moi, j'ai acheté un lot, le lot 30, eh ben, sur le compte bancaire, hein, enfin le compte au niveau du syndic pour le lot 30, il y aura 2000 euros pour des travaux, il est hors de question de les enlever. D'accord. Mais ça, le vendeur, lui, enfin, l'acheteur, lui, il a cette information-là lorsqu'il demande le PV d'Assemblée générale avec les. Alors, attention, c'est plutôt aussi c'est l'état daté. Le plus Ouais, important, en fait, et bon, on va y revenir, parce que j'avais prévu vraiment de parler aussi du fameux avant-contrat, promesse de vente, compromis, etc. Parce qu'il faut que tout soit détaillé dans la promesse de vente. Et le notaire, lui, il n'y a pas un seul notaire qui fait une promesse de vente sans avoir demandé ce qu'on appelle au syndic l'état daté, c'est-à-dire un récapitulatif de toutes les sommes qui sont dues par le syndic, qui sont dues par le vendeur et qui sont dues par le futur acquéreur, d'accord, le futur propriétaire. Et on a déjà une idée, mais attention, si entre-temps il y a une assemblée générale, ça peut changer. Si entre-temps il y a un changement de trimestre, ça peut changer. Donc D'accord. c'est vrai qu'on demande un pré-état daté à la promesse de vente et on demande un état daté à la vente pour être sûr qu'une fois qu'on a vendu, le vendeur, l'ancien propriétaire, a réglé tout ce qu'il devait au syndic,
que le nouveau propriétaire est rentré dans le syndic sont comptés sans dette, en fait, hein, sans débit. Et ça, le notaire insiste sur ces sommes parce qu'il faut que l'acquéreur soit au courant, en fait, ce qui lui l'attend, quelles sont les charges de copropriété pour les mois d'après, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été votés, s'il y a des travaux qui ont été votés, ben, tant mieux pour l'acquéreur, si ça a été voté par le vendeur, c'est le vendeur qui va les devoir, donc le vendeur va rembourser à l'acquéreur les travaux qui ont déjà été votés, si c'est lui qui les a votés. Donc voilà, il y a vraiment, en copropriété, il faudra faire très attention. Il y a des sommes comme ça qui se croisent. Le vendeur va devoir les travaux votés à l'acquéreur, mais l'acquéreur va devoir le fonds de roulement au vendeur. Vous voyez, donc là, on sera vraiment dans… Bon, après, c'est le notaire qui fait ses calculs, hein, vous inquiétez pas. On envoie ce qu'on appelle un décompte acquéreur avec le détail et la somme à la fin que vous devez. Mais il faut quand même faire attention. On a des charges qui peuvent être des charges un petit peu de surprise, quoi. Donc, le vendeur qui a le devoir de payer la totalité des charges qui lui sont demandées, malgré le fait qu'il y ait eu un transfert de propriété entre-temps. Ah oui, non, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que quand on reçoit l'argent du vendeur, s'il doit 15 000 € à la copropriété, avant de lui reverser les fonds, moi, j'envoie les 15 000 € à la copropriété. Il faut que toutes les dettes du vendeur soient apurées à la vente. Il est hors de question qu'un acquéreur achète un bien et que l'ancien propriétaire doive des sommes par rapport à ce bien-là. Non. Il faut que tout soit très bien détaillé. C'est pour ça qu'on fait toutes ces recherches. En fait, comme on parlait tout à l'heure du temps que ça prenait, envoyer des courriers au syndic, recevoir l'état daté, l'étudier, ça fait partie aussi des formalités que nous, notaires, on doit faire et on doit s'assurer. Ouais. D'accord. En toute transparence, voilà. Bon. Il y a 2 questions, on les prend ou tu poursuis? Non, je vais prendre, il n'y a pas de souci, je n'ai pas vu. Tu as Nathalie qui pose cette question. Les frais pour l'acquisition d'un bien neuf sont-ils les mêmes? Alors non, comme je vous disais tout à l'heure, il faut regarder donc quel type de bien. Donc est-ce que c'est une copro, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un terrain? Il faut regarder le prix pour savoir les frais, est-ce qu'on est plus proche des 7% ou plus proche des 10%. Et puis il faut regarder si c'est un logement neuf, non, on est plus sur du 3% hein, que sur du 7-10%. Un logement neuf, c'est ça l'avantage. C'est un petit peu pour le gouvernement, pour relancer voilà, les acquisitions dans le neuf, tout ce qui est VFA en fait, hein, vente en état futur d'achèvement, des choses comme ça. Dans le logement neuf, on n'est plus sur du 3%. Mais il se rattrape sur le prix. Bien évidemment. Il y a une deuxième question, celle de Davy qui pose « Il faut aussi consulter les appels de fonds. Les appels de fonds, c'est-à-dire les fonds de travaux Ah oui, peut-être sur l'état daté, je ne sais pas, les appels de fonds… Je pense qu'il parle de ça. Qu'est-ce que dire par appel de fonds? Au niveau du syndic, toujours, en fait? Je pense que si Davy… tout à fait. Oui, en fait, dans l'état daté, il se compose d'un questionnaire qu'on envoie au syndic avec, comme je vous disais, les sommes dues par le vendeur, les sommes dues par l'acquéreur, les sommes dues par le syndic. Et puis après, en fait, il nous envoie un récapitulatif du compte, en fait, avec les appels qui ont été faits. Mais en général, nous, notre questionnaire, il est assez bien fait. Et au niveau travaux, ils nous disent à telle date, il va rester tant à payer pour le vendeur. Et aujourd'hui, le vendeur a déjà payé tant sur ce qui lui était demandé pour les travaux. Donc, on fait tout de suite le calcul, on sait combien il reste à payer. Alors, ce n'est pas redevable tout de suite, même si c'est redevable sur plusieurs années. Le vendeur rembourse à l'acquéreur ces travaux-là, hein, le montant en fait total, parce que l'acquéreur, lui, quand il va recevoir tous les trimestres ses charges de copropriété, il va recevoir également les travaux à payer. Il faudra qu'il garde en fait l'argent que le vendeur lui a donné pour payer en fait les travaux. Simplement. Alors, je pense qu'il a apporté une précision. Oui, vous cherchez où est l'info. Elle est aussi disponible sur les appels de fonds, donc avant l'état daté. On peut se faire une idée. Oui, alors… oui, on peut se faire une idée, mais de toute façon, comme je disais, il y a un pré-état daté qui est demandé à la promesse de vente. Donc, avant même que vous signiez quoi que ce soit, en fait,
À la promesse de vente, avant de vous faire signer, dedans, moi, je détaille bien tous les fonds que vous devez. Puis, à la vente, un deuxième état daté. Et effectivement, il y a tous les appels de fonds, tout on peut vérifier, effectivement, oui. Ok, merci. Alors, pour les frais, autre chose qui me vient en tête, parce que j'ai eu le problème il y a 2 jours, c'est concernant les diagnostics. Il faut savoir que dans une vente, pareil, dans la promesse de vente, les diagnostics doivent être faits dès la promesse de vente. Je le répète, c'est très important parce qu'il faut qu'on connaisse tous les avantages et les inconvénients du bien que l'on achète. On a toute une liste de diagnostics qui sont pour certains obligatoires, pour d'autres pas du tout. Mais parmi les diagnostics, on retrouve thermite, électricité, amiante, les choses comme ça. Il faut bien regarder. Il y a des conclusions, il y a des choses. Si on vous dit que le système électrique est complètement obsolète et qu'il a à refaire, attention. Le vendeur, il faut savoir qu'il vous vend un bien en toute connaissance de cause. Il vend le bien avec son électricité pas conforme, en fait. D'accord ? Donc, vous avez bien pris en considération, vous acquéreurs, que l'électricité n'était pas aux normes, mais il faut savoir qu'après, de toute façon, il y aura des frais afférents à ça. Ok ? Et le problème que j'ai eu, moi, c'est avec un assainissement. Alors ça, l'assainissement, attention, warning, il faut savoir que l'assainissement, c'est tout ce qui est fosse septique. Okay, quand on a un assainissement qui n'est pas tout à l'égout, c'est-à-dire communal, on a une fosse septique ou station d'épuration, etc. Il y a un diagnostic qui est obligatoire depuis la promesse de vente. Moi, je ne signe pas si je n'ai pas de diagnostic de la fosse septique. Pourquoi ? Et c'est arrivé encore là, puisque la personne n'avait pas fait une promesse de vente chez un notaire. Elle l'avait fait ailleurs, il n'avait pas vu que l'assainissement n'était pas aux normes. Aujourd'hui, elle se retrouve avec des travaux d'environ 7 000 € à faire. Le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez signé l'avant-contrat, le compromis. Vous m'avez dit que vous achetez en l'état. Je ne vais pas réduire mon prix pour pouvoir payer ces travaux. Et l'acquéreur a l'obligation, après le diagnostic qui est non conforme, de faire les travaux dans les 1 an. Ouais, 1 an, ok. Je pensais que c'était un petit peu plus. Non, malheureusement. Bon. Je pensais que c'était Je ne 2 sais ans. pas si c'est tout le temps fait dans les 1 an, mais en tout cas, il y a 1 an. La loi, elle dit, voilà, s'il y a un contrôle, en tout cas, vous êtes embêté. Mais je pensais que le SPANC, qui est l'organisme justement qui s'occupe de contrôler les fosses septiques, intervenait justement au moment de la. Non, mais en fait, il intervient pour faire le diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, le soin qui vient, il fait le diagnostic, il vérifie qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et il dit assainissement conforme, assainissement non conforme. D'accord. Et là, pour moi, là, on est à la promesse de vente. C'est-à-dire que quand on signe la promesse de vente, on sait que notre bien, notre assainissement n'était pas conforme. Et justement, moi, le conseil que je donne, c'est à ce moment-là, quand je sais que l'assainissement n'est pas conforme, je vais tout de suite voir un organisme qui fait des travaux, réhabilitation des fosses septiques, je lui demande un devis. Si ça me fait 5 000 €, je vais négocier avec le vendeur en lui disant, bon, je veux bien acheter le bien, mais il faut qu'il passe de 100 000 € à 95 000 parce que moi, derrière, j'ai 5 000 € à faire de fosses septiques. Et ça, c'est important. Parce que quand il y en a qui me disent, c'est pas grave, on va voir l'assainissement après. Et puis à la vente, qui se rendent compte qu'une fois qu'ils vont acheter leur bien, ils auront 1 an pour payer 5 000 € pour refaire l'assainissement, c'est embêtant. Ou alors, ils se disent, OK, on prend à notre charge, mais par exemple, dans la négociation du prêt, quand ils vont faire leur prêt, leur demande de prêt, ils vont dire, attention, parmi les travaux, il y a des travaux d'assainissement, voilà la facture, ça fera 5 000 €, donc ça va être compris dans leur prêt. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de la subvention du vendeur? C'est-à-dire faire supporter ces travaux-là? Non, mais c'est ça. Alors, en fait, il y a 2 choses. Soit le vendeur le supporte, d'accord? Donc, il va prendre… Mais souvent, le vendeur va vous dire, mais non, moi, je n'ai pas d'argent, je vais attendre d'avoir les fonds. Oui, c'est ça. Pour pouvoir après faire. Alors, moi, je dis… en fait, ça peut être fait comme ça. Après, il faut vraiment que le vendeur puisse être sérieux et déjà pris l'organisme pour faire les travaux. À la limite, je dirais même, moi, notaire, je peux peut-être même garder
les fonds, les 5 000 euros pour l'assainissement, et du prix de vente, au lieu de reverser le prix de vente en totalité au vendeur, je lui reverse le prix de vente moins les frais d'assainissement. Okay. Et à ce moment-là, moi, je fais un virement à l'entreprise qui va faire les travaux, et effectivement, ça sera à la charge du vendeur. D'accord. Mais ça, c'est de la négociation. Alors, attention, ne rien signer tant qu'on n'a pas négocié ça. Oui, d'accord. Ou bien mettre ça dans les clauses suspensives. Oui, mais c'est ça. En fait, ne rien signer, ne pas signer la promesse de vente si on n'a pas eu cette information. Parce que les conditions suspensives vont être dans la promesse de vente. Okay. Donc, s'il y a d'autres questions, parce que du coup, ça me permet un petit peu de rebondir sur ces fameux avant-contrats. Alors, moi je le répète tout le temps que c'est très, très, très important. Une promesse de vente, un compromis, c'est déjà une vente. Il ne faut pas se dire, bon, on signe quelque chose avant, mais ce n'est pas la vente définitive. Non, attention. Ce qu'il faut savoir, il y a deux choses. Promesse de vente, déjà quand on se met d'accord avec le vendeur, il vend un bien à un certain prix. L'acquéreur, il accepte d'acquérir ce bien-là à ce prix-là. D'accord ? Déjà à ce niveau-là, pour sceller en fait l'accord, on signe ce qu'on appelle une offre d'achat. Ok ? Attention. Souvent, on me dit, oui, bah, je signe l'offre d'achat et puis on verra après. Non. Une offre d'achat, c'est un contrat. C'est un contrat, certes, qui n'est pas signé devant notaire, mais c'est un engagement qui est quand même définitif du côté du vendeur et de l'acquéreur. Je m'engage à acheter tel bien à tel prix, la vente, elle est parfaite. Hein. D'accord. Okay, même s'il y a pas de prix, etc. Alors, attention aux offres d'achat qui n'ont pas de délai, s'il vous plaît. Ne signez pas une offre d'achat qui est dans le temps, ad vitam aeternam. Parce que si c'est ça, le vendeur peut dire non, vous m'avez écrit que vous voulez mon bien, je l'achetez, il faut signer une promesse de vente. D'accord. Il a le droit. Il a le droit. C'est-à-dire que l'offre d'achat, c'est un engagement. Donc, ne pas prendre l'offre d'achat à la légère, c'est Exactement. déjà un acte qui engage l'acheteur envers. Voilà. D'accord, ok. Exactement. Donc, attention. Alors, je dirais même encore plus attention parce que après l'offre d'achat, qu'est-ce qui arrive? C'est la promesse de vente. Il y a deux types d'avant-contrat, compromis, promesse de vente. D'accord? Promesse de vente, c'est authentique, c'est signé par un notaire. Le compromis, il est fait de façon sous seing privé, soit par un notaire professionnel, soit entre les parties. D'accord? Ne prenez pas de promesse de vente de compromis sur Internet, s'il vous plaît. Il y a trop de choses à voir dans une promesse de vente. C'est un acte extrêmement important. Pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une promesse de vente bien ficelée, encadrée, avec des conditions suspensives qui doivent se réaliser, avec clairement quel est le bien qu'on achète, les diagnostics, on sait exactement ce qu'on achète, on est tranquille. La vente, on la signe les yeux fermés. Si on a un compromis qui est un peu pas très complet, je comprends qu'on puisse être un peu stressé. Donc, attention à ces avant-contrats. Faut savoir que la promesse de vente, c'est vrai qu'il y a toujours ce fameux délai de rétractation. Hein. Il y a un délai de rétractation de 10 jours, mais attention, si je suis une société, je n'ai pas de délai de rétractation. Si j'achète un terrain, je n'ai pas de délai de rétractation. Je n'ai un délai de rétractation que si je suis une personne physique qui achète un bien à usage d'habitation déjà construit, etc. D'accord. Alors attention, oui, je pourrais toujours me rétracter dans les 10 jours après la signature de la promesse de vente si je me rends compte qu'il y a quelque chose, mais pas tout le temps. Voilà. Tu peux rappeler les délais? Alors, les délais pour la promesse de vente? Alors, délai pour la promesse de vente. En général, on fait une vente dans un délai de 4 mois. D'accord? J'insiste bien parce que souvent on trouve que c'est beaucoup et puis au final quand on arrive près des 4 mois, en fait on n'a toujours pas notre prêt par exemple. Il y a des formalités à faire. D'accord? Donc quand on fait une promesse de vente, on signe la promesse de vente. Une fois que le notaire a signé la promesse de vente, qu'on a purgé ce fameux délai de 10 jours, il y a des formalités à envoyer. Certificat d'urbanisme,
Droit de préemption, alors pas tout le temps le droit de préemption, hein, puisqu'on sait que la mairie ne préempte pas si c'est un appartement copropriété qui a plus de 10 ans, par exemple, mais pour tout ce qui est terrain, maison, etc., la mairie a un droit de préemption. Et la mairie a 2 mois pour répondre. Et en général, elle prend ces 2 mois. D'accord? Donc, avant les 2 mois, déjà, on ne peut rien faire. Tant que la mairie n'a pas répondu, on ne peut pas signer. D'accord? Ils ont un droit de priorité. Le certificat d'urbanisme, c'est 1 mois environ. On a un état hypothécaire à lever. C'est-à-dire que moi, je vais vérifier que sur le bien, que le bien soit libre de toute garantie. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que sur le bien, il n'y ait pas d'hypothèque, que mon bien ne soit pas saisi, qu'il n'y ait pas de garantie, tout simplement, qui empêche la vente. Ça, c'est très important. Je ne vends pas un bien à quelqu'un, sachant que le propriétaire actuel a une garantie dessus. Il faut faire les mains levées, donc lever ses garanties, etc. Ça, bon, en général, ça prend 15 jours pour arriver. Le problème, c'est que ça périme en 2 mois. Donc, regardez bien. Quand je finis ma promesse de vente, j'envoie cet état hypothécaire, ça arrive 15 jours après, il périme dans 2 mois. Ça veut dire que je suis obligée de faire une réactualisation et ça reprend encore 15 jours. D'accord? Donc, il y a vraiment en fait des délais que nous, notaires, on est obligés de gérer comme ça. Des délais dans des délais, etc. On est déjà à 2 mois pour avoir les formalités. Après les 2 mois, nous, notaires, on a les formalités. Et puis, il y a la banque. Il faut avoir son financement. Ces temps-ci, bon courage, j'ai envie de dire. Parce que je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais c'est un peu compliqué. C'est pas en fin d'année. Voilà. Donc, 2 mois pour avoir un prêt, c'est très, très, très rare. Sur du 3 mois. D'accord? Parfois 4, parfois plus, parfois moins. Donc en fait, on est vraiment sur des délais qu'on ne maîtrise pas. Ça sera la banque, le conseiller. Voilà, il ne faut pas qu'il perde votre offre de prêt non plus. Faut qu'il fasse. Et puis il faut savoir qu'en Martinique, je ne sais pas de leur faute, on est délocalisé. C'est-à-dire que les prêts, alors on a notre conseiller qui gère pour nous l'envoi des prêts, et puis après ça part en métropole. Bon, le temps que ça parte, ça revienne, etc., c'est vrai que ça prend un peu de temps. J'avoue. Et les 4 mois passent. Et les 4 mois passent très vite. Et les gens qui m'avaient dit, ah non, 4 mois, non, on aura ça avant, d'accord. Oui, mon banquier m'a dit que dans 1 mois, j'ai tout. Bon, 3 mois, on y est toujours. Ouais, et dans beaucoup de cas, ben, nous sommes obligés de demander des prolongations de promesses de Et vente. oui, alors, mais moi, c'est pour ça que ça m'embête. Parce que mettre une promesse de vente à 3 mois, non, c'est trop juste. Moi, je mets 4 mois. Je mets 4 mois, pourquoi? Parce que si à 3 mois, on n'a pas tout fait, le vendeur, il peut me dire, je ne suis pas d'accord, j'ai un autre acquéreur qui veut m'acheter plus cher, je ne veux pas proroger la promesse de vente. Donc, attention, autant mettre 4 mois, parce que c'est un délai maximum. Donc, autant mettre 4 mois, et puis, si ça se fait avant, tant mieux. Ouais. Et quand on passe par une agence, en général, les agences immobilières, elles mettent en général 90 jours. C'est trop peu. S'il y a des agents immobiliers, s'il vous plaît, mettez 3 ou 4 mois. C'est trop peu, 90. Non, c'est peu. C'est pas assez. C'est pas assez. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit toujours, oui, ben, on va faire une prorogation. Mais attention, si le vendeur ne veut pas proroger, on ne proroge pas. Hein. Ouais, c'est ça. Pas proroger. Et on perd l'affaire alors que notre prêt est presque accordé. C'est embêtant quand même. Et ça peut causer un préjudice à l'acquéreur qui a fait toutes ces demandes. Je dis toujours qu'il peut le plus, peut le moins. On met 4 mois, si ça se fait en 2 mois, tant mieux. C'est un max. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vraiment, moi, j'insiste, promesse de vente, c'est trop important. Dedans, il faut vraiment… Alors, on parlait des conditions suspensives, c'est-à-dire que les conditions suspensives, ce sont les conditions sans lesquelles, si elles ne se réalisent pas, la vente ne peut pas se faire. Ces conditions suspensives, elles sont extrêmement importantes. Ça veut dire que si je n'ai pas mon prêt, que la banque ne veut pas me prêter, j'ai fait 2 demandes, en général, on fait 2 demandes de prêt dans 2 établissements différents. Si les 2 banques me disent non, on ne vous prête pas, j'envoie ça à mon notaire, je suis libre. Je remets mon dépôt de garantie, je le récupère. Voilà. Si je ne fais pas d'avant-contrat, que je ne prévois rien, si la banque me dit non, je suis quand même obligée d'acheter. Alors attention.
Il y a alors, plein de gens qui me disent oh, c'est pas la peine, je fais pas de promesse de vente, ça prend trop de temps. Non, mais prenez le temps en fait. alors, Prenez-le. il y a une question qui peut revenir aussi souvent, c'est le Mhm. séquestre. Est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut négocier? Alors, on appelle ça, alors oui, c'est caisse indemnité d'immobilisation. Donc, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Il faut dire que l'indemnité d'immobilisation, si votre vendeur vous fait grâce de cette indemnité, il vous fait grâce de cette indemnité, vous n'avez pas à la verser. Une chose est sûre, c'est que dans la vente immobilière, dans les ventes et acquisitions, l'acquéreur est quand même très protégé. Le vendeur l'est beaucoup moins. Un vendeur qui aura gardé son bien pendant 4 mois pour quelqu'un qui, au final, à la fin des 4 mois, lui dit « Oh, finalement, j'ai changé d'avis, je n'aime plus la couleur des murs, je ne veux plus acheter », c'est embêtant. Ça veut dire qu'il serait resté 4 mois en immobilisant le bien pour quelqu'un qui, au final, n'a pas été sérieux, n'a même pas fait de demande de prêt, enfin voilà. L'acquéreur, lui, il perd rien. Il perd rien puisqu'il n'a pas donné de séquestre. Voilà. On va dire que le séquestre, quand même, c'est quand même un premier pas, un engagement. C'est un engagement. L'acquéreur dépose chez le notaire un séquestre. Derrière, il va aller faire ses formalités. Il aura envie que la vente se réalise dans les temps. Sinon, il va perdre ce séquestre. Mhm. Il y a deux choses. L'indemnité d'immobilisation, donc elle est versée au notaire lors de la promesse de vente, d'accord, ou du compromis. Attention à ne pas le verser n'importe où. Je dis ça parce qu'on a eu un problème, un client bon, il y a eu un intermédiaire dans une vente. Le client a reversé à cet intermédiaire l'indemnité d'immobilisation. L'intermédiaire est parti avec, d'accord. Donc, verser en général, soit dans un organisme sûr ou chez un notaire directement votre indemnité d'immobilisation. Attention. D'accord. Donc, l'indemnité d'immobilisation, elle est entre 5 et 10% en général. Mhm. Si quelqu'un vous dit c'est obligatoirement 10%, c'est faux. Et ça peut être 2,5% aussi ou 2%. Le tout, c'est de ne pas mettre une indemnité d'immobilisation trop petite parce que sinon, l'acquéreur n'aura aucun scrupule à laisser la somme pour le vendeur. Et surtout, quand j'ai des montants qui sont quand même élevés, je ne mets jamais 10%. Quelqu'un qui achète un bien à 500 000 euros, déposer une indemnité d'immobilisation de 50 000 euros, c'est abusif en fait. C'est trop. C'est une trop grosse somme déposée chez un notaire. Ok. Donc, l'indemnité d'immobilisation, ça se négocie à la promesse de vente, savoir est-ce qu'on met 10, est-ce qu'on met 5%, est-ce qu'on met 2,5%. C'est versé au notaire. Et puis, en fait, donc, il y aura plusieurs choses. Soit la vente se réalise, pas de souci, toutes les conditions suspensives se sont levées, on a réalisé toutes les conditions. La vente se réalise, ben cette indemnité d'immobilisation va venir en déduction du prix, forcément. Elle est déjà chez le notaire va vous demander le prix, moins l'indemnité. Si la vente ne se réalise pas, parce qu'une des conditions suspensives qui était prévue dans la promesse de vente ne se réalise pas, et que ce n'est pas de son fait, en fait, la banque a dit non, la banque a dit non. Mhm. À ce moment-là, l'indemnité d'immobilisation est reversée à l'acquéreur. Il récupère son argent. Ce n'est pas de son fait. On a mis prévu dans une promesse de vente des conditions, elles ne se sont pas réalisées, je peux récupérer mon argent. Par contre, si toutes les conditions suspensives se sont réalisées et que malgré ça, à la fin, l'acquéreur, pour X raisons très personnelles, ne veut plus acheter, en dédommagement, moi, je reverse cette somme au vendeur. D'accord. Voilà. Alors, attention, le, le client qui n'a pas eu son prêt te fournit une attestation de refus de prêt. Bien évidemment. Alors, tout ça est prévu. En général, voilà comment ça se passe. Promesse de vente, on a 4 mois pour réaliser la vente. Et puis, on a 3 mois pour obtenir une offre de prêt. D'accord? Une offre de prêt signée, purgée de ce fameux délai de 10 jours, hein, si ce n'est pas une société, bien sûr, mais c'est en nom propre. Et encore un délai de 10 jours. Et dans ce laps de temps, il faut que dès qu'on signe la promesse de vente, qu'on puisse déjà aller voir son conseiller pour monter le prêt. Si on a un premier refus, deuxième refus, il faut qu'on puisse prouver que dans le délai qui m'était admis, j'ai réalisé mes formalités, ça ne s'est pas abouti, la banque ne me prête pas, je suis dans les délais, je renvoie au notaire. Donc faites très attention aux délais en fait. Les délais sont très importants.
Il faut respecter. Si vous avez une offre de prêt, un refus de prêt après le délai qui avait été prévu, votre vendeur peut vous dire non, vous n'êtes hors délai, donc vous ne pouvez pas prouver que vous avez eu un refus de prêt dans le délai qui vous était imparti. Donc les gens qui ont leur promesse de vente, qui les gardent sous l'oreiller et puis qui vont voir la banque un mois et demi après, ça sera non. Parce qu'ils n'auront pas de refus de prêt ou d'obtention de prêt dans les délais impartis. Donc vraiment tout de suite, quand vous l'avez la promesse de vente, tout de suite, il faut déjà avoir même pris le rendez-vous avec le conseiller. Alors, tu as insisté sur le fait d'avoir déjà l'offre. La simulation, une simulation n'engage pas encore. Non, alors attention, non. Il y a trois choses. Souvent, pour rassurer un petit peu le vendeur, et puis ben, le notaire peut aussi demander une simulation avant de signer une promesse de vente. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça rassure. On sait que l'acquéreur a déjà une proposition de sa banque, on sait qu'il pourra acquérir le bien, en tout cas via cette banque-là, le prêt. Donc ça rassure déjà. D'accord? C'est vrai que si, par exemple, vous êtes en compétition avec plusieurs acquéreurs, au prix, forcément, le vendeur, il va préférer vendre à quelqu'un qui a déjà une simulation positive plutôt que celui qui s'est peut emprunter. Okay, donc ça, c'est intéressant de le faire déjà, dans un premier temps. Ensuite, quand on va donner la promesse de vente à la banque, puisque les banques, une fois qu'on a la promesse de vente dans un premier temps, la banque va vous fournir ce qu'on appelle un accord de financement. L'accord de financement n'est pas l'offre de prêt. C'est juste votre banque qui vous dit, au vu de ce que j'ai vu sur vos comptes et l'activité que vous avez, etc., il se pourrait, mais j'ai parfois des accords de financement, et puis après, je n'ai pas l'offre de prêt qui va avec après. Donc attention. L'accord de financement n'est pas la réponse définitive de la banque. Non, non, et ça ne me lève pas ma condition suspensive d'obtention de prêt. C'est un accord de votre conseiller, de la directeur de la banque, là où vous avez votre compte, qui vous dit oui, potentiellement on vous prête. Ce n'est que l'offre définie qui va vous permettre d'obtenir. Allô, allô? Oui, il y a eu un petit bug. C'est bon, on est revenu. Ouais. D'accord. Donc, alors, du coup, voilà. Donc, attention, 3 étapes. L'assimilation avant la promesse de vente, l'accord de financement qui est déjà un premier accord mais qui n'est pas l'accord définitif et l'offre de prêt définitive signée, etc. D'accord. Alors, on va prendre peut-être une petite question. Quels sont les délais de parution de changement de propriétaire à la publicité foncière? Très bonne question, j'adore. Alors, il faut savoir que je parle en Martinique, clairement, puisqu'on est loin des autres chiffres. En Martinique, pour bien vous expliquer, le notaire signe l'acte de vente, d'accord? Une fois qu'il signe l'acte de vente, il a l'obligation de publier l'acte dans le mois. Donc, tous les notaires publient leurs actes dans le mois. C'est obligatoire, la formaliste, elle vérifie, la secrétaire derrière vérifie, le notaire derrière, il vérifie. Donc, il y a une obligation de publication en publicité foncière de l'acte dans le mois de la signature. Donc, le notaire, ne vous inquiétez pas, il le fait. L'acte arrive à la publicité foncière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la publicité foncière a plus d'1 an et demi de retard. D'accord? Donc, 1 an et demi de retard, ça veut dire que clairement, votre acte ne sera pas publié dans les 1 an et demi. Mais je vous rassure, la date qui compte, c'est la date à laquelle vous allez signer chez le notaire. Que votre acte soit publié dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Ce n'est qu'un numéro de publication. L'essentiel, c'est d'avoir signé chez le notaire. Et votre date d'acquisition où vous devenez propriétaire, c'est cette date-là. D'accord? La date à laquelle vous avez signé chez le notaire. Comment ça se passe lorsque…
Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais la question, ça doit être la même. Mais vas-y, dis-moi. Mais comment ça se passe lorsque l'acheteur a acheté aux enchères, hein? Ouais, alors, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. La publicité foncière, elle va prendre aussi un an et demi avant de publier. Mais pareil, mais c'est-à-dire le jugement, l'adjudication va faire la date de propriété, en fait. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas sur cette fameuse publication. Alors, honnêtement, la seule chose, le seul problème, en fait, que ça va poser, en réalité, c'est pour la taxe foncière. Donc là, ces temps-ci, j'ai des clients qui déboulent à l'étude, qui me disent, vous n'avez pas publié mon acte, j'ai reçu la taxe foncière alors que j'ai vendu depuis un an. Je m'adresse à tous les vendeurs qui ont vendu leurs biens depuis depuis un an et demi, moins d'un an. Vous allez recevoir la taxe foncière cette année. D'accord? Malheureusement, il y a deux services à la publicité foncière. Il y a les impôts et la publicité foncière et visiblement, ils ne se mettent pas d'accord. Donc, l'un se renvoie la balle. Je peux vous dire que le notaire a publié l'acte. C'est juste qu'il a envoyé à la publicité foncière, c'est juste qu'il n'est pas encore publié. Donc, qui dit pas publié dans l'un des services dit que l'information n'est pas arrivée dans le service impôt et les impôts, l'impôt du coût de taxe foncière est toujours envoyé à l'ancien propriétaire. D'accord? Mais ce qui est le plus embêtant, c'est que quand l'ancien propriétaire va et monte l'attestation de vente pour dire j'ai vendu mon bien depuis plus d'un an, et que l'acquéreur fait la même chose, il dit mais attendez, c'est à moi de payer la taxe foncière, je suis propriétaire depuis plus d'un an. Il y en a qui, alors ça dépend hein, de la personne sur qui vous tombez, mais il y en a pas mal qui ne veulent pas, que ça soit le nouvel acquéreur qui paye. Donc, que ce soit l'ancien Moi, propriétaire. je dis toujours, écoutez, gardez le contact de votre vendeur. Moi, là ces temps-ci, je fais échanger les numéros de téléphone entre le vendeur et l'acquéreur et les mails, parce que je sais que le vendeur va recevoir la taxe foncière et que si l'acquéreur va pour payer, il ne pourra pas. Donc, ça sera après entre les deux, malheureusement. Il faudra que l'acquéreur rembourse au vendeur et que le vendeur paye, en fait. Hein, ce sera ça. Ça sera ça. C'est très embêtant. Hein. Alors, il faut savoir que la Chambre des notaires a déjà écrit à la publicité foncière pour leur expliquer hein, le problème. Et puis, nous, nos clients, on n'a pas envie non plus qu'un an et demi, ils reviennent sur une vente qu'ils ont déjà faite, en fait. Hein, et puis, payer des taxes, c'était pas prévu. Et puis, ils ont certainement la taxe aussi de leur propre bien à payer. Donc, non, ça fait des sommes, des fois, à sortir non négligeables. Donc, c'est assez embêtant. Je vois une question là qui est assez intéressante. C'est quelqu'un qui dit bonjour et pour revendre derrière. Effectivement, c'est assez embêtant puisque du coup, j'ai ma publicité foncière, enfin, mon bien n'est pas encore passé à mon nom alors que j'ai acheté, mais moi, je veux déjà revendre à quelqu'un d'autre. Mais vous inquiétez pas, en fait, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que mon acte aujourd'hui, il n'est pas publié. Je vends demain, il ne sera pas publié non plus. Donc, quand mon acte va être publié, ben, ça va se suivre en fait. Hein, voilà. Et vous inquiétez pas, le notaire, enfin, moi en tout cas, ce que je fais, c'est que j'écris quand même une petite annotation pour dire que que l'acquéreur a acheté le bien telle date chez tel notaire en cours de publication à la publicité foncière. Aujourd'hui, je le revends. La publicité foncière voit très bien que c'est en cours de publication. On est d'accord que mon acquisition va être publiée avant ma vente. Et donc, on va s'y retrouver. Donc, voilà. Il te dit, c'est possible au bout de combien de temps? C'est-à-dire de revendre? De revendre, ouais, je pense. Quand on veut. Il n'y a pas de… Alors, attention. Parce que si vous commencez à acheter, revendre le mois d'après, racheter, revendre, vous êtes des marchands de biens, il faudra faire tout ce qu'il faut pour vous déclarer, etc. en tant que commerçant. Mais sinon… Alors, justement, je rebondis sur ça. Combien de non, alors, biens on peut revendre par année sans être requalifié en tant que… Alors, franchement, c'est le fisc qui va vous démasquer. Il y en a qui ont vendu 20 biens à la suite, ils ne se sont jamais fait retoquer. Et puis quelques années après, oui, il y en a qui ont vendu 3 biens à la suite et qui se font retoquer. Alors attention, quand ça commence à être une activité commerciale, alors moi j'achète un bien, je le revends, je le rénove, je le revends, bon, ça passe. Si derrière je rachète un bien, je le rénove, je le revends,
ils vont commencer à le noter. Le noter. Et à mon avis, au bout de la troisième fois, non, c'est pas D'accord. Mais justement, alors, le notaire qui inscrit cette vente au niveau enfin, de la publicité foncière. voilà, il y a quand même une trace. Donc, est-ce que c'est une information qui remonte justement? Mais de toute façon, nous, en fait, on publie l'acte. En fait, c'est-à-dire qu'on l'enregistre à la publicité foncière. Donc, ils savent. Hein. Ils savent tous les mois quels sont les actes qui ont été envoyés par le notaire, rédigés, signés, etc. Il y a tout un processus de formalité postérieur à la vente qui est fait. Mhm. Donc, il faut savoir que la publicité foncière est au courant de tous les actes que l'on fait, qui sont publiables, bien sûr. Hein. Il y a une promesse de vente, elle n'est pas mise à la publicité foncière, hein, elle est juste enregistrée. Mais pour tout ce qui est transmission de propriété, transfert de propriété, la publicité foncière, elle est au courant de tout. D'accord, ouais. D'accord. Et elle le note. Et c'est mon fameux état daté dans lequel je vois tel bien a été vendu à telle personne tel jour, puis revendu tel bien à telle personne, etc. Et il y a le récapitulatif. Hein. D'accord. C'est pour ça que dans les actes, en fait, on fait des. Vous voyez, à la fin, il y a toujours une origine de propriété sur 30 ans. Ça veut dire que dans mon acte de vente, je suis obligée de dire, vous êtes voilà comment le propriétaire est devenu propriétaire, et puis de qui il a acheté, et de qui il a acheté, etc., etc. On remonte jusqu'à 30 ans. Donc la publicité foncière, en lisant mon acte, elle sait déjà sur 30 ans qui était propriétaire avant, etc. D'accord. Même si cette personne, à un moment donné, a racheté avec des sociétés. Oui, non, mais alors, bon, pareil, il y a toujours cette histoire de société, alors de société écran ou pas, translucide, pas translucide, bon. Si on a une société, il y a bien quelqu'un qui représente la société. Si c'est la même personne que le vendeur d'avant, bon, forcément, ils vont retrouver. Hein. Et puis en plus, on met les adresses de tous les associés, etc. Bon. Donc, ouais. Bon, on est pisté. On est pisté, on est pisté. Il a posé une autre question. Il faut réutiliser. Je ne sais pas si tu vois la question. Alors oui, alors déjà juste avant, il y avait le même jour, c'est possible. Moi, je ne conseille pas. Le même jour, non. Ça fait un peu comme si vraiment on a acheté pour revendre. Et puis en plus, il pourrait avoir cafouillage. Comme je vous ai dit, en fait, on publie l'acte tous les mois. Les actes du mois, on les envoie à la publicité foncière. C'est vrai que si on envoie deux actes et que comme par hasard, l'un sur la pile va avant l'autre, on aura un problème. Parce qu'en fait, ils vont être publiés en même temps. Ouais. Voilà, non, je ne conseille pas. Alors, il faudrait utiliser la plus-value, paraît-il, comme achat de sa résidence principale dans l'année pour ne pas être taxé, même s'il s'agit d'un bien qui n'était pas. Non. Non. Bah, bon, on va faire une petite parenthèse sur la plus-value. Du coup, la plus-value, il faut savoir que c'est lorsqu'on revend un bien plus cher que ce qu'on a acquis. D'accord? La plus-value, c'est une taxe, c'est taxé par l'État. On sait qu'on a plus-value 22 ans, prélèvements sociaux 30 ans, donc on est sur 30 ans, clairement. Les prélèvements sociaux sont aussi chers. Pareil, on me demande toujours, mais c'est combien la plus-value? Bon, franchement, ça dépend du prix. Il y a des paliers, en fait. Il y a des tranches comme ça qu'il faut calculer. En général, bon, faut voir. Il y a du 20%, il y a du 10%, il y a du 12%. Enfin, il faut vraiment calculer, en fait, la plus-value. Mais surtout, il y a des moyens, en fait, de faire baisser cette plus-value. Les moyens pour faire baisser la plus-value, c'est de prouver qu'on a amélioré le bien. Des travaux, des choses comme ça. Bon, il faut que ça soit des gros travaux. Certains travaux, on peut les utiliser, d'autres travaux, on ne peut pas les déduire. Donc, il faut vraiment en fait prouver que de notre fonds personnel, on a apporté une plus-value. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vend plus cher. Et puis, on a, donc pour revenir à sa question, une exonération pour la résidence principale. Voilà. Je vends ma résidence principale, je suis exonéré de plus-value. Même si ma résidence principale faisait 100 000 euros quand je l'ai achetée, 10 ans après, je la revends à 400 000 euros, j'ai fait une plus-value de 300 000 euros, tant pis. Et en fait, là, quand il dit il faut réutiliser la plus-value, paraît-il, comme achat de sa résidence principale dans l'année pour ne pas être taxé. Ah oui, je pense que c'est s'ils vendent un bien, qu'on a l'argent, si
j'arrive pas à comprendre. Il faut réutiliser la plus-value, paraît-il, comme achat de sa résidence principale dans l'année pour ne pas être taxé. Il s'agit d'un bien qui n'était pas une RP, résidence principale, mais qui était en location. Ah oui, je sais de quoi il parle. Alors, je vous explique. Quand je vends un bien, j'avais par exemple un appartement, un studio que je louais, voilà. C'est pas absolument pas ma résidence principale, mais je vais vendre ce bien-là pour pouvoir m'acheter ma résidence principale. Effectivement, en droit fiscal, ce qu'on admet, c'est qu'on a une exonération de plus-value si l'argent, le prix de vente est réutilisé pour l'acquisition de ma résidence principale. Voilà. Si je fais un remploi de mon prix de vente, donc ce que je gagne en vendant mon petit appartement, si je le réutilise pour le réinjecter dans le prix de l'acquisition de ma résidence principale, effectivement, il y a une exonération et il faut que les ventes soient concomitantes puisque c'est dans l'année, effectivement, qu'il faut le réemployer cette somme. Ok. Il pose pas mal de questions. Alors, si on pouvait analyser un cas concret, j'achète un bien à 100 000 euros après négociation, qui a une valeur marchande, après expertise, de 200 000 euros. Je revends à 220 000 euros. D'accord? C'est une value de 120 000 euros. De 120 000 euros, du coup. Voilà. La plus-value, elle est sur le sur le prix d'acquisition. Sur le prix Alors, c'est pour ça qu'en fait, je dis toujours, achetez au bon prix. Ça ne sert à rien. Plus vous baissez le prix, plus après, si vous voulez revendre, vous allez faire une trop grosse marge, vous allez payer de la plus-value. Voilà. Aujourd'hui, acheter un bien à 100 000 euros qui en veut 200 000, et à la revente, on va être taxé. Parce que le prix qui sera celui qui sera retenu, c'est le prix d'acquisition. C'est le prix qu'il y aura sur mon titre de propriété. J'ai acheté 100 000, ça valait 200 000, tant pis pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que tu as pas mal de questions là. Oui, alors, je regarde vite fait, il y a tout de même l'historique. Alors, je n'ai pas compris cette question. Il y a tout l'historique, même pour les enchères. Il y a les prix chaque acquisition. Il y a les prix de chaque acquisition. Alors, tout l'historique de quoi? Peut-être un peu précisé. Historique, alors là. Alors, qu'Aristote d'être requalifié en marchand de biens, ben, on devient commerçant, hein, donc attention. C'est pas du tout la même fiscalité, c'est pas les mêmes déclarations, les revenus seront pas taxés pareil, on sera en BIC, attention, voilà. On change complètement, on n'est plus une personne physique lambda. On devient commerçant. L'historique des propriétaires. Oui, en fait, le problème avec les ventes aux enchères, c'est que parfois, en fait, les actes sont faits par les avocats, le juge. Enfin, il y a un jugement en fait qui est fait. Donc, c'est vrai que les ventes aux enchères, c'est vraiment très à part. C'est plus délicat. En fait, vendre aux enchères, il faut vraiment jouer le jeu en fait. On joue le jeu parce que on achète un bien en fait. Normalement avec un montant bien plus bas que ce qu'il vaut, mais avec également toutes les incertitudes. Je ne suis pas sûre qu'un acte qui est publié, etc., juste parce qu'on l'a acheté aux enchères, c'est cette fameuse adjudication en fait, hein, où on dit, bon ben voilà, vous êtes propriétaire. Il n'est pas aussi complet. On n'est pas dans une vente classique en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si le trentenaire est obligatoire dans un acte qui est publié pour une adjudication. Tout comme plein de conditions ou même les diagnostics ou les choses comme ça. Alors, oui, il y a des diagnostics, mais ça sera peut-être moins poussé qu'une vente classique en fait. Hein. C'est vraiment très à part ces fameuses ventes aux enchères. Ouais. Et bon, on joue le jeu en fait. On achète le bien, on verra après. En fait, en gros, c'est ça. Hein. On l'achète pour rien, on verra après. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions.
euh, sur l'autre question, enfin, il y a un question-réponse de l'autre côté aussi, Ouais. où tu as là aussi des questions. Alors, est-ce normal qu'un notaire n'ait toujours pas reversé après 2 ans un séquestre à un acquéreur après désistement du vendeur? Alors, attention. Non, désistement du vendeur ou de l'acquéreur? Parce Du vendeur. que du vendeur, non, le vendeur ne peut pas se désister normalement, hein. En fait, je vous explique. L'indemnité d'immobilisation, c'est un peu particulier. La loi, elle n'est pas très claire dessus. Le notaire, il est très surveillé. Quand on a une indemnité, un séquestre hein, en comptabilité et que la vente ne se fait pas. Si la vente ne se fait pas parce qu'effectivement on a 2 refus de prêt, voilà, normalement, ce que la loi dit, c'est que s'il n'y a pas une réalisation des conditions suspensives, l'acquéreur peut récupérer son séquestre, mais il dit bien la fin de l'article, et c'est ce qui est un peu qui joue un peu, qui est un peu compliqué, c'est que la fin de l'article, il dit quoi? Il dit euh, à condition que le vendeur. Non, c'est si le vendeur ne s'y oppose pas ou quelque chose comme ça. D'accord? Il faut en fait que le notaire, quand on est dans ce cas-là, on envoie un courrier au vendeur pour lui dire voilà, la vente ne se réalisera pas. Pouvez-vous nous indiquer si vous vous opposez ou pas à la restitution de cette somme? Malheureusement, si le vendeur s'y oppose alors même qu'il n'a pas raison, c'est-à-dire que j'ai mes 2 refus de prêt. La loi, elle me dit, si j'ai 2 refus de prêt, je récupère mon indemnité d'immobilisation, mais en même temps, elle dit derrière, si le vendeur ne s'y oppose pas. Donc là, on est dans une ambivalence. Le notaire n'a pas le droit de reverser à l'acquéreur la somme tant que le vendeur dit qu'il ne s'y oppose pas. C'est important ce que tu dis là parce que Ouais, voilà. Alors, finalement, pourquoi? C'est vrai que bon, moi, quand je suis dans un cas comme ça, je demande au vendeur clairement. Alors, il n'a pas à donner son autorisation. Alors, c'est ce que la jurisprudence dit, hein. Le vendeur n'a pas à donner son autorisation pour rembourser l'acquéreur, pour que le notaire rembourse l'acquéreur, mais il ne doit pas s'y opposer. C'est, c'est même contradictoire en fait. ouais. Donc, moi, j'ai déjà eu des cas. J'ai encore des séquestres parce que le vendeur me dit ah je m'y oppose. Alors ok, il s'y oppose, est-ce qu'il fait une procédure, est-ce qu'il fait quelque chose? Alors bien évidemment, moi, au bout de 2 mois, quand je vois qu'il n'y a toujours rien, c'est soit il fait une procédure judiciaire, il y a un avocat qui rentre en jeu et dans ce cas-là, il explique, parce qu'en fait, il peut dire par exemple, non attendez, il a eu 2 refus de prêt, mais c'est bizarre. Moi, je ne suis pas d'accord, je suis sûr que c'est faux, je suis sûr que c'est je sais pas, des amis de la banque qui lui ont donné des refus. Je veux creuser un peu la chose, donc non, vous ne lui donnez pas son séquestre. Malgré Parce le que, fait que ça pardon, soit malgré que ça soit quand même dans les clauses suspensives. exactement, parce qu'il y en a cet article qui dit si le vendeur ne s'y oppose pas. Bon. Alors moi, c'est ce que je mets. Je mets alors la petite astuce, alors bon, je le fais, je sais absolument pas si les autres le font, mais je mets toujours pour le vendeur, oui, pouvez-vous m'indiquer si je peux reverser ou alors est-ce que l'indemnité, est-ce que vous ne voyez aucune opposition à ce que je puisse reverser l'indemnité d'immobilisation à l'acquéreur? S'il me dit ok, bon voilà. Par contre, s'il me dit ben non, je m'y oppose, malheureusement, ben, je ne peux pas. Et puis l'astuce aussi, c'est peut-être de dire l'indemnité d'immobilisation sera reversée dans les 10 jours à l'acquéreur si vous ne sans réponse de votre part. Et à D'accord. ce moment-là, il est au courant que dans 10 jours, s'il ne me répond pas, ça veut dire qu'il est d'accord. Alors, Bon, c'est toujours délicat. Je comprends, c'est toujours délicat. Et moi, j'ai déjà eu des cas où, bah oui, les acquéreurs, après, ils ont besoin de racheter un bien, ils ont besoin de faire. Il y a un séquestre là, il y a un 10 000 euros qui traînent chez le notaire. Alors, je fais une petite parenthèse aussi, puisque c'est vrai, souvent on dit ah oui, l'argent reste chez le notaire, c'est parce ils ont des intérêts dessus, etc. Je casse le mythe total. C'est faux. La CDC, on est obligé quand on a de l'argent au client, ça reste 3 mois sur notre compte. Au-delà des 3 mois, le comptable du notaire a l'obligation d'envoyer les sommes à la CDC.
Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les intérêts que vont produire le fait que les sommes soient restées sur un compte à la CDC vont directement au client. Le notaire n'a rien dessus. Voilà. D'accord? La seule fois où on gagne quelques intérêts, c'est sur les 3 mois. Mais je vous assure que sur 3 mois, c'est faible. ah oui, c'est faible. Voilà. Et au bout de 3 mois, on a l'obligation. On prend votre argent et on le met en sécurité. C'est obligatoire. Et à ce moment-là, on met en sécurité sur un compte à votre nom. Et les intérêts, puisque vous voyez, des fois, on vous remet de l'argent quand les ventes sont finies, les dossiers, on vous reverse. Moi, je mets toujours intérêt plus, voilà. Des fois, on a des 200, 300, 400 euros. Hein. Donc voilà. Et plus l'argent reste, plus ça fait des intérêts pour vous, pas pour le notaire. Absolument pas. Voilà. C'est beau à savoir. Ah oui, oui, non, mais je casse des mythes, moi. Voilà, je dis les choses en fait, pour que tout le monde soit au courant. C'est des questions que je me posais aussi avant d'être notaire, en fait. Hein, donc voilà, donc j'y réponds avec plaisir. Alors, on a la chance d'avoir Maître Constantin qui nous parle en toute transparence. Alors, tu as une question de Frédou. Frédou, Oui. je ne sais pas si tu la vois. Alors, plutôt. Peut-on être nu propriétaire d'un terrain? Je suis le fruit d'une partie du terrain 2000 carrés visant à être partagé en deux, où vit le propriétaire. Est-ce possible d'être le nu propriétaire de la totalité, mais avoir l'usufruit de l'autre moitié? Oui, tout à fait. On peut, de toute façon, on fait l'acquisition d'un bien. Il y a 3 façons. Soit on achète la pleine propriété et on est plein propriétaire du bien. Soit on achète l'usufruit. Donc, ça veut dire qu'en fait, on laisse un nu propriétaire. Alors, usufruit, nu propriété, pour ceux qui ne savent pas, on a l'usufruit, c'est-à-dire utiliser le bien. Et la nue propriété, c'est être déjà propriétaire, mais n'en avoir pas l'utilisation. Nu propriété, usufruit, ça fait de la pleine propriété. Il faut savoir que le nu propriétaire, il est propriétaire, mais nu. L'usufruitier utilise le bien et également récupère les loyers si le bien est loué. C'est lui qui en a la pleine utilisation. Il continue à payer la taxe foncière, il continue à utiliser le bien comme un véritable propriétaire, sauf qu'il ne l'est plus. C'est déjà le nu propriétaire qui est propriétaire. Et au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient plein propriétaire sans rien faire. C'est automatique. L'usufruit s'éteint, la pleine propriété tombe sur la tête du nu propriétaire. OK ? Donc, on peut acheter effectivement un terrain. Si on a, par exemple, quelqu'un qui veut continuer à rester sur le bien, on lui achète la nue propriété du terrain. Donc, oui, c'est possible sur la moitié, sur un quart, sur 3/4. Voilà, c'est faisable. OK. Alors, visant à être partagé, etc., 2000 m² visant à être partagé en deux, où vit le propriétaire, est-ce possible d'être le nu propriétaire de la totalité, mais avoir l'usufruit de l'autre moitié? Oui. Bon, faut voir pour faire quoi ce montage. J'ai pas encore très bien vu l'intérêt, mais c'est possible. Mais si on est usufruitier et nu propriétaire en même temps, on est plein propriétaire. Hein. Donc c'est soit on achète l'usufruit, soit on achète la nue propriété. Ouais, c'est possible. Tu as d'autres questions à côté. Alors, il y a Jean-Claude qui revient avec sa question. Et qu'en est-il de la plus-value dite exceptionnelle et quel est le montant? Alors, franchement, le montant pour la plus-value exceptionnelle, je ne l'ai absolument pas en tête. C'est pas quelque chose que l'on voit souvent, sauf pour les terrains qui, par exemple, allô, c'est bon? Ouais. Sauf pour les terrains qui, par exemple, sont, je sais pas, j'achète un terrain en zone naturelle. Je l'achète à 50 centimes du mètre carré. Ok, très bien. Et puis 20 ans après, je me retrouve avec un terrain qui est devenu constructible et qui aujourd'hui n'est plus à 20 centimes du mètre carré, mais à 120 € du mètre carré. Là, je fais une plus-value exceptionnelle. Il faudrait regarder, j'ai pas en tête les montants, mais il faut vraiment que ça soit des gros montants. Là, l'exemple que je viens de vous donner, oui, plus-value exceptionnelle, ça veut dire qu'on a une plus-value en plus de la première plus-value. Ça s'additionne. Je te dis bien. On paye sa plus-value plus la plus-value exceptionnelle. Voilà. Jean-Noël qui pose la question. Alors,
Euh, que veut dire ACDC? Alors, c'est plutôt la CDC qui est Ah, la. l'ACDC. Ah oui, pardon. L'ACDC, en fait, c'est l'organisme en fait, bancaire quand par exemple vous avez des sommes vacantes ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un gros organisme bancaire qui récupère des sommes. Donc, c'est une banque, La caisse de dépôt et consignation. caisse des dépôts et consignations. C'est ça le cible. Voilà. Thierry m'a dit qu'il pose une question. Si je veux faire rédiger une promesse de vente ou un contrat de bail chez vous, quel détail pour un rendez-vous? Bon, Oui, forcément. Non. Alors, j'ai pas le droit de faire de pub, je suis désolée. Je pense que tous mes confrères. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Le notaire ne peut pas dire non. On a une obligation de service public, comme je vous disais tout à l'heure, de continuité de service public. Malheureusement, et c'est pour ça que souvent on est accablé par les reproches, etc., c'est que en fait, un notaire, quand on a un client qui vient et qui nous dit, voilà, j'ai un dossier, je veux ouvrir un dossier chez vous, on n'a pas le droit de lui dire non. Okay, en théorie. En pratique, moi, je ne dis pas non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la déontologie, on peut pas le faire. D'accord? On est obligé de prendre le dossier. Par contre, si ça va prendre du temps, je préfère dire, voilà, je prends votre dossier, mais ça ne sera pas avant 6 mois. Pour ça, au moins, on est transparent, on sait à quoi s'attendre. D'accord? Mais il faut savoir que, en fait, le notaire va donner des rendez-vous en fonction du type de dossier. C'est sûr que si c'est pour une succession, qu'il n'y a pas de bien immobilier et que la personne est décédée depuis 25 ans, je vais donner un rendez-vous dans quelques mois. Si c'est pour une vente, je comprends bien que le vendeur et l'acquéreur ils sont d'accord, je suis obligée de donner un rendez-vous dans la semaine ou la semaine d'après. D'accord? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec toute cette histoire de Covid, on va beaucoup transmettre des pièces par mail. Moi, mes ventes, je ne dis plus aux gens de venir, sauf s'ils veulent vraiment des explications, etc. Et je préfère avoir toutes les pièces, bien regarder si la vente est possible déjà, si c'est faisable. Et si tout est OK, moi, je rédige une promesse de vente et à ce moment-là, ils viennent et là, on discute. On parle, on explique, etc. Donc, chez moi, ça sera rapide. S'il y a une vente, en tout cas, ma standardiste secrétaire, hôtesse d'accueil, elle fait tout ça. Elle donne des rendez-vous assez rapides pour les ventes. C'est normal. Derrière, on a quand même une échéance, un temps. On ne peut pas laisser un vendeur et donner un rendez-vous pour une promesse de vente dans 4 mois. C'est pas possible. alors là, en l'occurrence, c'est plutôt un bail. Alors, mais même pour un bail, en fait, si vous voulez, ça pour moi, ce sont des actes qui sont. Il faut qu'ils se fassent. Quelqu'un qui veut vendre son local, il ne peut pas rester 4 mois sans loyer juste parce que le notaire n'a pas encore donné de rendez-vous. Non, non. Un bail, c'est rapide. Un bail, il faut que ça soit traité rapidement, donc ça sera en haut de la pile. Bon, bah, il a sa réponse. Tu auras à traiter. Jean-Claude qui pose la question suivante. Pouvez-vous expliquer le démembrement croisé? Hop. Alors, Jean-Claude, en cas de démembrement, c'est juste le démembrement croisé. Alors, en société ou je pense que ça doit être en société. Alors, bon, le démembrement croisé, c'est très simple et très complexe à la fois. On revient sur une nue propriété usufruitier, d'accord? Ça veut dire que je vais donner de l'usufruit à quelqu'un qui lui-même va me donner de la nue propriété, je lui donne de la nue propriété, il me donne de l'usufruit. En fait, en gros, ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est qu'au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient plein propriétaire. Alors, je vais reprendre l'exemple pour que ça soit bien clair. C'est un peu technique en fait. Disons que j'ai un bien, d'accord, que je divise en deux. Moitié appartient à madame, l'autre moitié appartient à monsieur. En fait, madame va donner sa part en usufruit à monsieur et madame va donner son usufruit à monsieur et monsieur va donner son usufruit de sa moitié à madame. En fait, quand l'un va décéder, l'autre pourra continuer à bénéficier de l'entier bien jusqu'à ce que le deuxième décède en fait.
D'accord? Donc, en fait, ça permet de continuer une propriété sur 2 personnes. Mais le faire sur un bien qui n'est pas en société, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous explique pourquoi. C'est plus facile et plus intéressant de le faire avec des parts sociales, en fait. OK? Papa, maman dans une société, les enfants sont dans l'autre. On va faire un démembrement croisé sur les parents pour qu'en fait, tant que le dernier des parents ne soit pas décédé, les enfants n'ont pas l'utilisation des parts, donc les revenus de la société. D'accord? C'est pour permettre en fait de continuer une propriété, le bénéfice des revenus d'un bien aux parents. Par exemple, je prends l'exemple de parents, ça peut être entre n'importe qui, hein, mais voilà. Et tant que les deux ne sont pas là, enfin, sont toujours là, quand les deux ne sont pas décédés, les enfants ne pourront pas avoir. Donc, en général, on utilise ça dans le cadre d'une SCI familiale, par exemple. Voilà, exactement. C'est pour ça que je demandais est-ce que c'était vraiment. Dans la SCI, ça trouve tout son sens. Dans un hors RCI, non, pas de sens. Voilà. Ouais. Et puis c'est intéressant parce que fiscalement, c'est pas de transmission, etc. Puisque on est le but, c'est que justement l'usufruit, quand il s'éteint, il devient plein de propriétés sans rien faire et sans payer de droits. Sans payer de droits, ouais. C'est ça en fait hein, qui est intéressant, c'est que fiscalement, voilà. On se retrouve avec une propriété sans avoir payé autant de droits que si c'était de la pleine propriété qui était transmise. Alors, on va prendre encore deux, trois questions, parce que mine de rien, ça fait déjà presque 1h30 que nous sommes ensemble. Quel est l'interdit? J'ai entendu parler dernièrement, mais je n'ai pas compris l'avantage si par exemple on possède une société exercice libéral pour son activité professionnelle et que l'on détient le local via une SCI. C'est-à-dire l'interdit, j'ai pas compris. L'intérêt. Pardon. Quel intérêt j'ai parlé dernièrement, mais je n'ai pas compris l'avantage si par exemple on possède une société d'exercice libéral pour son activité professionnelle et que l'on détient un local via une SCI. Alors là, je pense que c'est. Oui, en fait, je pense que là, le montage, c'est un petit peu de séparer les deux. C'est-à-dire que j'ai un local, je le loue à ma société d'exercice libéral, je récupère de l'argent, moi, en tant que propriétaire du local, alors que je suis aussi. Vous voyez, en fait, l'exercice libéral va payer un loyer qui va revenir dans ma poche, même si c'est moi qui suis dans l'exercice libéral. Bon, je sais pas, c'est comme quand on achète un bien immobilier en location saisonnière, par exemple, et qu'on fait une SARL d'exploitation pour pouvoir l'exploiter et voilà, et le louer, etc. Je pense que c'est peut-être ça l'intérêt. Il est de dissocier en fait l'exercice libéral du local et d'avoir des revenus. Et des revenus, ouais. Des revenus. Sorti tout droit de mon activité et pas de ma poche. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que les délais, les procédures… Oui, alors c'est la même chose pour les ventes, à part, comme je vous disais, les délais de rétractation. Quand vous achetez en SCI, vous n'avez pas de délai de rétractation, donc vous gagnez 10 jours, mais en même temps, vous perdez un intérêt, enfin une chance de pouvoir dire finalement je ne veux pas acheter. Mais sinon, c'est la même chose. Les prêts peut-être vont peut-être un peu plus vite pour les sociétés, mais là encore, je ne suis pas convaincue par la grande différence. Ouais, c'est clair. La société, il faut la créer, hein, donc si elle n'est pas déjà créée, par exemple, ça fait quelque chose en plus. Yeah. Alors, je ne me rappelle plus, je crois que j'ai vu tout à l'heure une question sur quand justement le droit de substitution, non, c'était pas ça. Ouais, il me semble que j'ai vu une question tout à l'heure, on me demandait la clause de substitution. Il faut savoir que dans une promesse de vente, on peut dire qu'on achète en notre nom propre. Il faut bien faire. Alors, dans les promesses de vente de notaire, vous avez toujours une clause de substitution. Il faut bien voir s'il y a cette clause parce qu'elle est intéressante. Je promets d'acheter en mon nom propre. Et puis finalement, après, quand je suis allée à la banque, j'ai vu que si je faisais une SCI, etc., ça serait plus avantageux, bien que ce n'est pas souvent le cas, mais bon, voilà. Voilà, une SCI, c'est intéressant. Je préfère acheter en SCI. Ben, vous avez toujours la possibilité de vous substituer, vous qui avez signé la promesse de vente, à votre société. D'accord? Ou à une autre société. Mais dans les mêmes conditions, bien évidemment, que de la promesse de vente. C'est-à-dire que vous prenez la place de l'acquéreur.
Mais D'accord. ça c'est dans la promesse de vente. Dans la promesse de vente, il faut qu'il y ait la clause de D'accord. substitution. D'accord. D'accord. Dans la clause de substitution, peut-on proposer à quelqu'un d'autre? Oui. En fait, il faut juste que la personne, si vous voulez, rachète dans les mêmes conditions. Mais attention, parce que proposer à quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûre que la clause, elle prévoit ça. Hein. Enfin, une personne physique autre, à une société, oui, parce que c'est bien écrit noir sur blanc. Si vous comptez proposer à quelqu'un d'autre, faites gaffe parce que l'autre personne, elle a peut-être pas les mêmes avantages que vous, peut-être le même, je sais pas, taux d'endettement, les choses comme ça. Quand c'est une personne morale qui se substitue, ça passe, c'est sûr. Si c'est une personne physique, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faudrait, dans la promesse de vente, le déclarer. Ouais. Bon. Je pense qu'on a fait beaucoup. On a fait un petit peu le tour. Hein. Il y a eu quand même pas mal de questions. Mais il y en a toujours. Je pense qu'on aura l'occasion, je pense, de. J'espère qu'on. Alors, allez, je réponds à la dernière quand même, puisque il y a une dernière question, s'il vous plaît. Alors, je veux bien. En cas de détachement, il dit en cas de détachement parcellaire, si dans l'achat de la résidence principale, on revend le terrain, a-t-il une plus-value à payer, même s'il s'agit d'une résidence principale sur laquelle on voit une partie du terrain? Attention, si on détache la parcelle et qu'on se retrouve avec une parcelle qui n'est absolument pas sa résidence principale, non, on aura de la plus-value dessus. Hein. On aura de la plus-value à payer. Si vous détachez, en fait, si vous avez votre résidence principale, que vous détachez un terrain et que vous revendez la maison avec le terrain, oui, vous êtes en plus-value, exonération de plus-value. Mais par contre, si vous détachez un bout de terrain à côté, c'est plus votre résidence principale. Donc, non. Et c'est calculé du coup comme une plus-value classique sur un terrain que vous vendez. Alors, on va en fait ventiler. On va regarder la valeur de votre maison, la valeur du terrain sans la maison, puis on va prendre le nombre de mètres carrés que vous avez détaché. Et on va regarder si c'est par exemple 50 mètres carrés que vous avez détaché, combien valaient ces 50 mètres carrés là quand vous avez fait l'acquisition. Donc on va ventiler en fait les montants. Voilà, ben, pas de souci. Moi, je pense que c'était la dernière question. Ouais. L'heure passe vite hein, lorsque Oui, bah le oui, sujet ouais. est intéressant. Je pense qu'on a eu pas mal de questions et en tout cas, merci, Maître, pour ta. Avec plaisir. Non, je sens vraiment l'intérêt en fait d'avoir des précisions et je comprends bien qu'une acquisition c'est important. C'est très, on n'achète pas une baguette de pain, hein, donc Ah, c'est clair. là on est voilà. Et il y a plein de questions et je comprends en fait les inquiétudes et les questions qu'on a posées, c'est des questions vraiment pratiques et il faut avoir une réponse quoi. On peut pas se lancer sans ça. Alors là, tu as une pluie de Ah, remerciements. J'ai jamais eu merci beaucoup. d'expérience aussi claire. Euh, Et puis, ben, au plaisir aussi de faire peut-être une conférence de visu pour pouvoir voilà. Dès que c'est promis, le rendez-vous est pris. Dès lors où on pourra le faire et qu'on sera dans des conditions un petit peu Okay. Bah meilleures, oui, on fera le nécessaire. Parce que avec aussi, plaisir. rencontrer un notaire et poser des questions de vive voix. Faut pas hésiter, vraiment, faut pas hésiter. Bon, on est là pour ça aussi. Hein, Donc voilà, en tout cas, on fera le relais. Euh, Maître, vraiment merci. Merci pour cette générosité, pour ta disponibilité. oui. Et je remercie tous les membres du club, tous les invités, ceux qui nous visitent pour la première fois. Merci. Passez un excellent week-end. Oui, Et, très bon week-end et à vous. donc, si tu avais un petit mot de la fin, ce serait continuer à faire des affaires, acheter Voilà, continuez à faire des affaires et surtout n'hésitez pas à être bien renseigné. Et souvent on veut aller vite, mais vaut mieux aller bien et que tout soit clair, net
en toute transparence dès le début et voilà, et ne pas hésiter à poser les questions si vous avez des doutes, des choses. Il faut vraiment que tout soit clair dès le début et rapprochez-vous de professionnels parce qu'on ne peut pas. Enfin, nous, on a fait des études pour ça, chacun son métier. Il faut vraiment ne pas hésiter en tout cas à aller voir des professionnels. Voilà. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin. Gaëlle, merci, merci beaucoup, beaucoup. Avec plaisir et puis à très bientôt. À très bientôt. Passez tous un bon week-end et puis eh ben, on reste en contact. À Merci. bientôt. Bye bye.